Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Votre présence prouve que vous avez compris l'importance et l'urgence du sujet qui va être traité ce matin. Je rappelle que la Ligue est dépositaire de la parole et de l'intérêt des personnes malades atteintes de cancer. 350 000 de plus chaque année. Merci, apparemment on ne m'entendait pas. C'est ça? Oui. Merci. Je rappelle aussi que la Ligue est un acteur apolitique, indépendant, au contact des réalités et des préoccupations des personnes malades, de leurs proches, mais aussi des soignants et des chercheurs. Je dirais, pour faire court, qu'aujourd'hui, les avancées thérapeutiques sont extraordinaires grâce à une recherche fondamentale, clinique et translationnelle de grande qualité, qui est le plus souvent financée par les institutions publiques et également par les institutions privées, dont la Ligue. Et ces avancées ont permis à l'industrie pharmaceutique de développer des médicaments. Or, le problème que nous avons à traiter aujourd'hui, c'est que ces médicaments sont de plus en plus chers et que cela pose tout un ensemble de problèmes majeurs que seule la société dans son ensemble peut résoudre. L'industrie pharmaceutique, elle est consciente de ces questions qui sont déterminantes, mais elle cherche à organiser les débats et peut-être sur ces questions, et peut-être à les confisquer, ou en tout cas à orienter les conclusions. Alors face à ces initiatives qui sont de plus en plus prégnantes, et pour rebondir sur le dynamisme gouvernemental encore trop timide, il est urgent que les personnes malades, les associations telles que la Ligue, les acteurs économiques et sociaux s'approprient le débat et dessinent l'avenir de notre système de santé. Pourquoi? Parce qu'il se joue aujourd'hui l'équité d'accès à des soins d'excellence, performants et de qualité. Il se joue aujourd'hui la pérennisation de notre système de santé et de l'assurance maladie. Il se joue aujourd'hui l'augmentation du nombre de personnes malades de cancer qui pourraient être guéries ou dont la qualité de vie pourrait être améliorée. Il est donc impératif de s'emparer de ce sujet majeur que l'on peut considérer d'une certaine façon comme confisqué ou ignoré ou minoré. Il se joue aujourd'hui une économie de la santé, publique-privée, qui doit reposer sur la transparence, l'éthique et la confiance. Il se joue aussi la vie ou la mort des personnes malades d'aujourd'hui et de demain. Alors la Ligue, vous allez l'entendre, a des choses à dire et a des propositions à faire. Et pour ma part, et j'en resterai là, ce que je voulais vous dire en tant que présidente de la Ligue contre le cancer, c'est que je veillerai, et vous pouvez me croire, je veillerai au respect d'un calendrier contraint pour que la résolution de ces problèmes devienne une réalité dans les meilleurs délais. Et pour cela, il faut évidemment un soutien, et c'est la raison pour laquelle je m'adresse à tous pour que tous se mobilisent. Et donc, après ces quelques paroles d'introduction, je vais donner la parole à mon ami Axel Kahn. Merci beaucoup. Je pense que je n'ai pas besoin du micro. La santé est, d'après le texte de création de l'OMS de 1946, un droit de l'homme, l'atteinte du meilleur état de santé que permet la technique, que permettent les connaissances, doit être assurée à chacun sans préjudice de sa race, de son état de fortune, etc., etc.
Mais la santé est également un marché formidable. Un marché de 5 à 6 000 milliards de dollars aujourd'hui. Sur ces 5 à 6 000 milliards de dollars aujourd'hui, plusieurs centaines de milliards de dollars sont consacrés, et la somme, le pourcentage augmentera, aux médicaments anticancéreux. Bien entendu, cette double nature de la santé est de manière consubstantielle à l'origine de véritables tensions éthiques, et cela de manière itérative. Tel est le cas aujourd'hui du fait des progrès de la science des médicaments anticancéreux. Les progrès ont été formidables. La chimiothérapie est devenue ciblée, c'est-à-dire qu'elle s'adresse non plus simplement aux cellules qui se divisent activement, comme jadis, elle s'adresse aux cibles dont le dérèglement est à l'origine de la prolifération inconsidérée des cellules, c'est-à-dire de la formation des tumeurs. Ce sont des anticorps monoclonaux, ce peuvent être également des inhibiteurs chimiques de ces oncogènes, comme l'on dit, de ces molécules activatrices de la croissance. C'est également, de manière relativement plus récente, des activateurs de l'immunité, et le Keytruda qui va apparaître dans le mélanome agit de cette manière-là, et apparaissent maintenant de manière incroyablement prometteuse une nouvelle génération de médicaments qui sont les cellules immunitaires, les T-lymphocytes, génétiquement modifiées pour être totalement spécifiques d'un type donné de cellules cancéreuses. C'est ce que l'on appelle les cellules T avec récepteurs de l'antigène chimérique. Aujourd'hui, telle qu'elle existe, cette chimiothérapie ciblée peut coûter relativement fréquemment jusqu'à 1 000 € la dose. Une cure revient fréquemment à 50 000 à 75 000 €. L'utilisation de ces cellules T, génétiquement modifiées pour en accroître la spécificité, reviendra à des sommes, aujourd'hui, on espère qu'elles diminueront bien évidemment, qui dépassent plusieurs centaines de milliers d'euros. Tout simplement parce que dans un très bon nombre de cas, elles restent encore personnalisées pour une personne particulière et pour une tumeur particulière. Ces médicaments ont transformé le paysage du cancer. De deux manières d'ailleurs. Soit cette transformation est liée à une véritable révolution. Une maladie jadis totalement incurable et grave est presque guérie, du moins considérablement améliorée. C'est le cas d'un médicament que l'on appelle l'imatinib mésylate ou Glivec, qui s'adresse à une forme de leucémie, la leucémie myéloïde chronique. Je suis hématologiste. Quand j'étais médecin, c'était une maladie absolument dramatique et on savait qu'il n'y avait pas tellement de pronostic au-delà de 5 ans. Et aujourd'hui, c'est une maladie qui est toujours mise en rémission complète, prolongée, ou presque toujours, il y a des résistances, par ce médicament, et une nouvelle ligne de produits est apparue. D'autres fois, et ça c'est extrêmement important, les médicaments ne sont pas aussi spectaculaires. Ils permettent de gagner 1 mois, 2 mois, 4 mois, 5 mois de survie. Il n'empêche que l'association de ces médicaments, dont le bénéfice dans le jargon est incrémental, lui-même aboutit à la transformation du cancer. Là encore, quand j'étais jeune médecin cancérologue, des métastases hépatiques d'un cancer du côlon par exemple étaient un pronostic défavorable dans les mois qui suivaient, inférieur à 1 an, 6 mois en moyenne. Aujourd'hui, assez souvent, des métastases hépatiques d'un cancer du côlon est une maladie presque chronique. Plusieurs années de survie, en tout cas, est la norme. Il est important de considérer cela. Maintenant, compte tenu de l'immensité de ces sommes, comment la société peut-elle réagir? Et c'est la question qui a été posée au comité d'éthique, éthique et cancer, comité indépendant, mais qui est accueilli, qui a été créé initialement par la Ligue, et je la remercie infiniment de cette initiative et de ce soutien sans faille. En matière de santé,
il n'existe pas d'abac, il n'existe pas de règle d'or qui déterminerait en quelque sorte la part des richesses d'une nation que la nation se doit de réserver à la préservation de sa santé. Ce ne peut être que l'objet profondément d'un débat démocratique. Mais quel que soit le niveau auquel ce débat démocratique aboutit, cette quantité d'argent alloué pour la protection de la santé est une quantité finie. Et ça, c'est un impératif éthique absolument fondamental. Comment, avec cette quantité finie, arriver à dispenser le maximum de bienfaits possible? Un maître mot pour cela, c'est l'évaluation. Il n'y a jamais de valeur éthique dans le gaspillage. L'évaluation, qui permet l'utilisation au meilleur escient possible en fonction des connaissances, et ce qui permet de maximiser la hauteur de l'effort. L'évaluation a une valeur éthique, cela dit, il est des évaluations qui ne sont pas éthiques. Par exemple, certains de nos amis ont utilisé pour évaluer si un médicament devait être accepté, remboursé, quel était son avantage en termes d'appréciation du prix d'une année de vie sauvée, moyennée par la qualité de cette année de vie. C'est ce que l'on appelle les QALY dans le langage anglo-saxon. En Grande-Bretagne, par exemple, une année de vie en bonne santé est évaluée à peu près à 50 000 €. Mais si l'année de vie est en moins bonne santé, alors la somme diminue. Après bien d'autres, le comité éthique et cancer a considéré que ce n'était pas là une bonne manière. Tout simplement parce que personne d'autre que le malade peut apprécier réellement quelle est la valeur d'une année de vie sauvée. Il n'existe pas là encore d'éléments objectifs pour en décider. Cela ne signifie pas naturellement qu'il ne s'agit pas d'évaluer l'efficacité des médicaments et le rapport coût-efficacité. Afin d'optimiser ce rapport coût-efficacité, certainement ne pas utiliser cette méthode hautement contestable, mais en revanche, qu'il y ait des paramètres, qu'il y ait des guides d'utilisation permettant de déterminer très exactement quelles sont les bonnes indications de ces médicaments si onéreux. En effet, la thérapie est ciblée, et si la cause du cancer n'est pas l'activation de la cible vers laquelle est dirigé le médicament, l'utilisation de ce médicament est inadaptée. De la même manière, en fonction de l'évolution, il peut se faire que la cible soit modifiée, ou alors que la maladie connaisse un échappement, et alors, poursuivre pour quelque raison que ce soit ce médicament n'a aucune justification médicale, et parce qu'il entraîne parfois des effets secondaires, peut n'avoir même pas de justification humanitaire. Donc une évaluation, un guide d'utilisation extraordinairement précis. Le dernier élément revient, et cela sera développé par la suite, au prix de ces médicaments. Le prix incroyablement élevé est justifié en général par les laboratoires pharmaceutiques, par le fait que la recherche doit être financée, que doivent être financés également tous les échecs de recherche qui n'ont pas abouti, et que, par ailleurs, c'est une entreprise privée, un juste bénéfice doit être assuré. Certainement, la recherche, le développement et les essais infructueux doivent être financés, mais il apparaît de manière totalement évidente que tels ne sont pas les critères objectifs qui président en réalité à la fixation des prix. En réalité, tout se passe comme si la fixation des prix dépendait d'un rapport des forces et dépendait de l'évaluation, comme cela se fait en règle générale dans le domaine des marchés, de la solvabilité du marché. Et on aboutit à ce que des prix de médicaments, en fonction de la solvabilité du marché, varient de 1 à 10, voire plus. Évidemment, cela ne peut pas, d'un point de vue éthique, être acceptable. Cela ne peut pas, d'un point de vue éthique, être acceptable du fait de cette double nature de la santé. Certainement un marché, personne ne le conteste, mais aussi un droit de l'homme. Un droit de l'homme. En d'autres termes, en aucun cas, la liberté dans la fixation des prix
ne peut vouloir s'appuyer sur les mêmes critères que ceux qui président à la fixation du prix d'une voiture de luxe ou d'une montre de luxe, qui dépend extrêmement peu du coût de fabrication, mais uniquement du prix que les acheteurs sont prêts à mettre pour l'avoir. Nous sommes dans un autre domaine. Et pour arriver à surmonter ces difficultés, il y a des maîtres mots. Le premier maître mot, c'est le juste prix, prenant en compte la recherche, prenant en compte le développement, prenant en compte certainement la juste rétribution d'une entreprise privée, mais pas au-delà, bien évidemment. Et pour qu'il n'y ait pas au-delà, l'autre élément fondamental, c'est la transparence. On ne peut pas durer, on ne peut pas persister dans les formes dans lesquelles aujourd'hui, à différentes étapes, sont fixés les prix des médicaments cancéreux. Au total, le comité éthique et cancer se réjouit de cette extraordinaire avancée. Cela veut dire que les droits de l'homme, puisqu'on parle de droits de l'homme, les droits de l'homme sont améliorés, on a plus de moyens pour les défendre. Encore faut-il se garder d'une application des règles de marché qui sera en totale contradiction avec ces droits de l'homme. Pour cela, il y a certaines règles. Écarter des évaluations qui ne sont pas éthiquement acceptables, telles que l'utilisation mécanique des qualis. Certainement une évaluation rigoureuse, car il n'y a jamais de valeur éthique dans le gaspillage. Et pour ce qui est de la fixation des prix, la transparence. Je vous remercie. Merci Axel. Je crois que c'est le professeur Jean-Paul Vernon, hématologue à l'hôpital La Salpêtrière. Merci Jacqueline. Alors on va entrer dans les données concrètes là, après ce que vient de dire Axel. Il faut savoir que au XXe siècle, jusqu'à la fin du XXe siècle, la définition du prix d'un médicament dépendait effectivement des recherches et du développement, permettant au laboratoire d'arriver à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché. Cette recherche et ce développement définissaient le prix du médicament. Ainsi en a-t-il été dans les années 50, lorsque les médicaments de la tuberculose sont arrivés, le rimifon, la streptomycine, tous ces médicaments qui ont fait que les malades ont été soignés et guéris pour un prix qui correspondait simplement à l'investissement que les laboratoires avaient fait pour développer ces médicaments. Pareil, le jour où on a vacciné les gens contre la poliomyélite, avec le succès que l'on sait, ça n'a pas coûté ce que coûtent actuellement les nouveaux médicaments. Le problème, c'est que le temps venant, le prix des médicaments a augmenté et que les laboratoires n'ont pas pu, les laboratoires pharmaceutiques, insister sur recherche et développement, parce qu'on sait très bien que la recherche et le développement, actuellement, c'est moins de 15% du chiffre d'affaires des laboratoires, et des fois moins de 10%. Pourquoi? Eh bien parce que la recherche, elle est faite avant tout dans les structures académiques. C'est-à-dire que ce sont les chercheurs des universités du monde entier qui définissent les cibles du cancer que l'on cherche à atteindre. Et la tâche est mâchée pour les laboratoires qui n'auront plus qu'à définir la flèche qui va agir sur cette cible. Par ailleurs, la mise sur le marché des médicaments se fait beaucoup plus vite qu'avant. Lorsque vous avez un cancer du pancréas, tout le monde meurt en un an et demi. Si vous testez un nouveau médicament chez 10 malades et qu'au bout d'un an, 80% des malades sont vivants, on ne va pas faire un essai randomisé en double aveugle incluant 200 malades, ce serait non éthique. Donc on va avoir ce qu'on appelle une AMM conditionnelle, une autorisation de mise sur le marché très rapide. Donc ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. Alors comment est-ce que les laboratoires vont bien pouvoir faire pour justifier ces prix absolument scandaleux? Alors là intervient cette notion que tu as commencé à évoquer, qui est la notion du service médical rendu. C'est-à-dire que, un exemple, le sofosbuvir, ce médicament magique qui permet de guérir 95% des malades avec hépatite C, eh bien, le laboratoire a défini un prix absolument fou en disant « mais c'est formidable, on vous fait faire des économies, vous évitez le cancer du foie, la cirrhose, les hémorragies digestives, les greffes hépatiques, etc. » Donc voilà, on va faire payer un prix élevé parce que ça évite d'autres dépenses de santé. Mais si dans les années 50, on avait raisonné comme ça pour les antituberculeux,
les gens continueraient à mourir de tuberculose. Parce qu'on aurait défini le prix sur quoi? Sur les vies sauvées? Sur les années de sanatorium évitées? On est dans un plein délire, là. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Pareil pour la poliomyélite. On mourrait encore de poliomyélite avec des séquelles en France, avec des séquelles ou la mort, si jamais le vaccin anti-polio coûtait, et dont, si son prix était défini à partir du service médical rendu et des économies que cela fait faire. Donc, c'est extrêmement bizarre, d'autant que seule l'industrie pharmaceutique, en dehors de l'industrie du luxe, effectivement, seule l'industrie pharmaceutique a le culot de faire payer en fonction du service médical rendu. Est-ce que les fabricants d'airbags vous font payer votre airbag en fonction d'un prix, avec un prix qui est défini par le nombre de vies sauvées? Non. Les fabricants d'airbags, ils font payer le prix qui est défini par la recherche, le développement et puis un petit bénéfice logique pour l'industrie qui a fabriqué l'airbag. Donc l'industrie pharmaceutique, là, je pense, a une attitude qui n'est pas très éthique. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font payer? Ils font payer en fonction de ce que le marché peut supporter. Et là, je vais vous donner des chiffres, parce que c'est important, il faut être dans le concret. Le Glivec, dont a parlé Axel tout à l'heure, le Glivec est un médicament qui traite la leucémie myéloïde chronique, dont je m'occupe. Jusqu'à il y a 15 ans, les seuls malades guéris, c'est les malades que je pouvais greffer, qui bénéficiaient d'une greffe de moelle. Et là, on en guérissait pas mal, 70 à 80%, mais au prix d'un certain nombre de complications. Le Glivec a changé la vie. Un comprimé par jour, ad vitam aeternam, et 80% des malades vont aussi bien que vous et moi. Aucun problème. Le problème, c'est que ça a un prix. Et ce prix a été défini aux États-Unis 30 000 $ par an, en 2001. Et curieusement, recherche et développement, il faut savoir, entre parenthèses, je pourrais vous donner les détails si ça vous intéresse, que Novartis, le laboratoire, n'a rien foutu dans cette affaire. Rien, du tout. Rien. Ils se sont même opposés au départ, ils n'avaient pas vu la manne que ça représentait. Et donc, 30 000 $ au début, curieusement, 10 ans plus tard, le prix est de 90 000 $. C'est-à-dire que le prix a triplé, sans aucune raison, simplement parce que le marché américain acceptait de payer 90 000 $, jusqu'à ce qu'il y ait une révolte des onco-hématologues américains, et en 2013, en Blood, une grande revue d'hématologie, qui ont dit on n'accepte plus ça. Bon, mais voilà, 90 000. En France, ça n'a jamais été 90 000 $, c'est actuellement l'équivalent de 40 000 $. Mais 40 000 $, c'est 800 à 900 nouveaux malades par an qui vivent pour la plupart, et ça correspond à une somme colossale. Il faut savoir qu'en 2014, c'était 4,7 milliards de $, c'était le marché du Glivec. C'était le marché le plus important. Le sofosbuvir, le médicament de l'hépatite C, on sort du cancer, mais c'est un modèle que je voudrais utiliser. Le sofosbuvir, en France, c'est à peu près 45 000 € la cure. Eh bien, il a été proposé à 2 000 € en Égypte. Les Égyptiens disent non, on ne peut pas. La boîte dit 700 €. Le laboratoire va faire des bénéfices énormes malgré cela, parce que ça revient à fabriquer à 100 ou 150 €. Il y a 13 millions d'Égyptiens qui sont atteints par le virus C. Donc, de toute façon, ce n'est pas par éthique que le laboratoire diminue les prix pour les Égyptiens, c'est simplement parce que les Égyptiens ne peuvent pas payer 40 000, 10 000, 2 000, on leur fait à 750 ou 800 €, et ça va leur permettre de toute façon de faire d'énormes bénéfices. Donc, c'est le marché qui définit le prix. Un autre exemple assez scandaleux, ça c'est l'industrie française, c'est Sanofi. Un nouveau médicament, le Zaltrap, qui est un médicament qui ressemble un petit peu à un autre médicament qui s'appelle l'Avastin. Il est présenté à la FDA aux États-Unis, et le laboratoire Sanofi demande un prix colossal, beaucoup plus important que l'Avastin qui était déjà très cher. C'est un médicament un peu utile, mais qui n'apporte pas de choses révolutionnaires, contrairement à ceux que nous avons vus avant. Des collègues américains du Memorial Sloan Kettering de New York disent « Oh non, non, c'est beaucoup trop cher, on ne l'utilisera pas ». Et tous les Américains disent « On ne l'utilisera pas ». Que fait Sanofi? Pas fier, ils reviennent à la FDA et disent « Ok, on diminue le prix par 2 ».
C'est-à-dire que clairement, la pression exercée par les médecins a fait que, de toute façon, ils vont gagner beaucoup d'argent, déjà en diminuant le prix par 2. Donc c'est le marché qui définit le prix. Il faut savoir que le Glivec va entrer dans le domaine public et va être génériqué aux États-Unis depuis quelques mois. Donc le prix va diminuer. Que fait le laboratoire Novartis? Ils assurent la promotion d'un ce qu'on appelle un ITK deuxième génération, c'est-à-dire un super Glivec, qui ne marche pas mieux chez 90% des malades. Chez certains qui résistent au Glivec, ça marche mieux, mais chez la plupart, ça ne marche pas. Et ils assurent la promotion de ce nouveau médicament parce qu'il vaut 115 000 $ par an, alors que le Glivec, ils l'ont perdu, il est généricable. Ça, c'est le travail du marketing de l'industrie. Il faut savoir que si recherche et développement, ça représente moins de 15%, le marketing, la pub, qui a lieu dans les journaux américains, incitant les malades à inciter leurs médecins à prescrire plutôt tel médicament que tel autre. Vous avez vu sans doute dans la presse que Hillary Clinton souhaitait, si elle était élue, empêcher la pub dans les grands médias américains. La pub, on n'a pas ça, nous, en France, heureusement. Mais en tout cas, la promotion de ces nouveaux médicaments, dès qu'un médicament est génériqué, on en amène un autre qui est censé être beaucoup mieux, qui la plupart du temps ne l'est pas, ce qu'on appelle, nous, notre jargon, des MeToo, moi aussi. On change 3 trucs et on le vend beaucoup plus cher. Eh bien, actuellement, le marché de ce nouveau médicament, le Tasigna, est 1 milliard. Voilà, alors, je voudrais être clair. Est-ce que le malade est un consommateur comme les autres? Est-ce qu'il choisit de consommer? Vous décidez d'acheter une Ferrari plutôt qu'une Clio, si vous êtes un peu débile, c'est votre problème. Vous avez la possibilité de faire ce choix. Le malade, lui, ne choisit pas d'être malade, c'est un consommateur malgré lui. Et donc, je souhaiterais que l'industrie du médicament ne soit pas une industrie comme les autres, soit une industrie éthique. Et malheureusement, ce que je viens de vous raconter ne va pas dans ce sens. Je ne suis pas sûr, compte tenu de ce qui est en train de se passer, que l'assurance maladie puisse éternellement payer le prix les prix délirants de ces médicaments. J'ai des chiffres. En 2004, les médicaments du cancer dans le monde, c'était 24 milliards de dollars. En 2008, 40 milliards de dollars. En 2014, 80 milliards de dollars. Les médicaments du cancer sont devenus les premiers médicaments, dépassant les statines, les hypotenseurs, etc. Et on prévoit en 2020 155 milliards de dollars. Le problème est de savoir si notre société, notre assurance maladie en France, pourra assumer ces coûts. Sachant qu'il ne serait pas souhaitable que nous arrive ce qui est arrivé en Angleterre. En Angleterre, avec l'histoire du Quali, etc., un certain nombre de médicaments viennent d'être déremboursés, en particulier un médicament que j'utilise moi qui s'appelle le Brentuximab, qui est un médicament qui donne, par exemple, dans la maladie de Hodgkin, quelques mois de survie, 6 mois, 1 an, mais c'est pour nous, chez un malade qui a une maladie de Hodgkin réfractaire, quand on lui donne ce médicament, on le met en rémission temporaire, mais ça permet de faire une allogreffe de moelle et de le guérir. Et je serai en Angleterre, je ne pourrais pas utiliser ce médicament pour guérir ces malades. Donc, je ne souhaite pas que la France soit soumise à la même pression qui existe en Angleterre. Comment on devrait définir le prix d'un médicament de façon éthique? Eh bien, il serait souhaitable, j'ai oublié de vous dire, les bénéfices de l'industrie pharmaceutique sont les bénéfices les plus élevés de toutes les industries. En 2012, en France, les bénéfices de Sanofi correspondaient à 2 fois, en termes de pourcentage du chiffre d'affaires de la boîte, correspondait à 2 fois le bénéfice de LVMH. Ok? Cancer rapporte plus aux actionnaires que l'acheteur du sac Vuitton. Ça n'est pas sans poser problème. Comment est-ce qu'il faudrait définir le prix d'un médicament? Premièrement, qu'il y ait une négociation honnête
entre la structure qui définit le prix et l'industriel. Qu'on prenne connaissance du coût de la recherche et du développement de ce médicament et des autres qui ont échoué éventuellement. Qu'on définisse une marge bénéficiaire honnête, mais qui ne soit pas 23% comme Sanofi en 2012, qui soit de l'ordre de 5, 6, 7%, ce qui est déjà très bien par rapport aux autres industries. Qu'au terme, une fois que ces bénéfices sont engrangés par le laboratoire, ce que je propose, ce que nous proposons, c'est que, à partir de ce jour, le médicament ait le prix d'un générique et qu'il continue à être fabriqué, la patente demeurant à l'industrie pharmaceutique, qu'il continue à être produit au prix d'un générique. Voilà. Là, on aura à ce moment-là, je pense, une définition éthique des médicaments du cancer. Merci. Merci Jean-Paul. Donc maintenant, je vais demander au professeur Franck Chauvin, qui est aussi le vice-président de la Ligue contre le cancer. Merci. Effectivement, face à problématiques posées par le professeur Axel Kahn, aux problématiques posées par Jean-Paul Vernant, la Ligue a décidé de se mobiliser. Et la Ligue a décidé de se mobiliser et en fait s'est fixé 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de faire prendre conscience du problème, et je vais revenir dessus. Le deuxième, c'est de lancer l'alerte. Et ce qu'a dit Jean-Paul Vernant est quelque chose d'extrêmement important, dont on n'a pas conscience, et je vais y revenir très rapidement. Et le troisième objectif, c'est d'organiser le débat autour de cette problématique, de reprendre le débat et de mettre le citoyen et les personnes malades dans ce débat. Alors, premier objectif, la prise de conscience. Vous savez que ce problème du coût du médicament est un problème effectivement qui a été soulevé aux États-Unis depuis 2007-2008, très peu en France. L'Académie de médecine s'en est saisie en 2010. Mais depuis assez peu de choses. Et cette année 2015, en fait, aux États-Unis, mais dans d'autres pays, a été l'année de la mobilisation, notamment des oncologues, contre le prix des médicaments. Et pour la première fois, on en parlait tout à l'heure, dans une plénière à l'ASCO, le grand congrès de cancérologie, ce problème du coût du médicament a été abordé. En juillet de cette année, 200 oncologues américains ont fait une pétition contre le prix des médicaments. Et c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important de voir cette mobilisation, cette prise de conscience. Alors cette prise de conscience, est-ce qu'elle existe en France? Non. Quand on évoque ce problème en France, on dit ben oui, mais la France est un pays où tout le monde a accès à tout, il n'y a pas de problème de prix parce que pour l'instant on peut le payer et on va y revenir. Nous, il nous semble qu'il faut prendre conscience de ce problème en France, qu'il faut poser la question, parce que si on ne la pose pas, on n'arrivera pas à résoudre le problème. Deuxième question, l'alerte. La Ligue souhaite lancer l'alerte sur ce problème. Lancer l'alerte, pourquoi? Parce que les systèmes de santé sont en danger. Les systèmes de santé sont en danger, et ce n'est pas la Ligue qui le dit, c'est l'OCDE. L'OCDE vient de sortir un rapport disant qu'à 5 ans à 10 ans, l'ensemble des systèmes de santé des pays développés est en danger du fait du coût de l'accès à l'innovation. Et c'est l'alerte que nous souhaitons lancer aujourd'hui. Est-ce qu'il faut quand même rappeler que l'assurance maladie est à 10 milliards de déficit, que la branche maladie est à 6 milliards de déficit, qu'il y a 6 millions de maladies chroniques et le taux d'augmentation des maladies chroniques est entre 2 et 3% par an. C'est-à-dire que le poids des thérapeutiques, de la prise en charge des pathologies est en train d'augmenter et va devenir, on dit, insoutenable. Alors, c'est la sustainability des Américains ou des Anglo-Saxons, c'est-à-dire qu'il est probable que les systèmes de santé ne pourront plus supporter cette augmentation des médicaments. Et je voudrais reprendre le titre d'un journaliste américain qui avait, dans le New York Times en 2008, dit « Pourquoi nous devons rationner les soins ?» Et ce que nous disons, c'est qu'il faut rationaliser pour éviter le rationnement. Il faut rationaliser pour éviter le rationnement. Car sinon, il faudra faire des choix.
Et c'est ces choix-là que la Ligue ne veut pas cautionner. Quand on dit 100 000 € par an de traitement, tout le monde dit oui, c'est cher, c'est cher. Je rappelle simplement que c'est 3 fois le revenu moyen d'un ménage en France. C'est-à-dire que pour traiter une personne, il faut prendre le revenu de 3 personnes, de 3 ménages, c'est-à-dire une dizaine de personnes, pour assurer le traitement d'une personne. Combien de temps ça va pouvoir durer? Probablement pas très longtemps. Et en fait, la question que nous posons à la Ligue, c'est est-ce que nous voulons un système à l'anglaise, fondé sur les CALI dont le professeur Axel Kahn parlait? Et nous savons que les Anglais ont supprimé de leur liste, c'est ce que disait Jean-Paul Vernant, 11 médicaments là au mois de septembre. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut un système avec un accès différencié, c'est-à-dire ceux qui pourront se payer les traitements se les paieront ou non? C'est ce que nous souhaitons mettre au débat. Et c'est dans cette optique-là que la Ligue souhaite organiser le débat sur la base de propositions que va vous exposer le professeur Claudine Expert, vice-présidente aussi, car il nous semble que, et je termine là-dessus, que cette question du coût des médicaments pose un problème économique, mais un problème économique, on peut le résoudre à la limite. Pose un problème éthique, c'est un problème d'équité et c'est un problème de solidarité dans notre pays, dans un système social qui était habitué à cette valeur-là. Et puis ça pose un problème sociétal. Ça pose un problème sociétal et c'est ce que nous souhaitons mettre au débat sur la base des propositions que la Ligue souhaite faire. Merci. Merci Franck. Professeur Claudine Expert, vice-présidente de la Ligue aussi. Merci Jacqueline. Alors face aux progrès qui ont été rappelés et face à ces risques qui viennent d'être dénoncés, la Ligue se mobilise. Alors que dit-elle? D'une part, elle prend position et d'autre part, elle fait des propositions concrètes sur cette question des médicaments innovants et coûteux, particulièrement coûteux, en cancérologie. Alors bien sûr, ces positions et ces propositions sont des règles générales, sont des règles que nous considérons comme essentielles, intangibles. Nous ne rentrons pas dans la technique, mais ces propositions ont pour fondement l'éthique, le respect des personnes malades et, cela a été dit, les droits de l'homme, les droits de toute personne, de tout citoyen, ou malade, ou potentiellement, ou malade potentiel. Alors je vais énoncer les prises de position en les regroupant par thème. Le premier point, il est tout à fait fondamental, c'est l'équité d'accès pour les personnes malades qui justifient la prescription de tels médicaments. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie une prise en charge égale, équitable, l'absence de reste à charge pour les patients et surtout, et là ça serait vraiment inacceptable, l'accès à l'innovation qui ne doit en aucune façon être fonction des moyens financiers de chacun. Certaines personnes qui auraient les moyens de se payer cette innovation et d'autres qui ne les auraient pas. À l'heure actuelle, donc, l'assurance maladie nous permet en France un système solidaire, un système égal. Il faut absolument que nous en restions là. Alors, sur le plan des propositions concrètes, qu'est-ce que l'on propose? Je crois que, avant tout, c'est la vigilance que nous devons mettre en place pour que cette inéquité éventuellement ne s'installe pas. Alors une vigilance, une alerte en la matière, et nous proposons que soit créé sur ce sujet spécifique un observatoire indépendant pour étudier cette équité d'accès aux médicaments innovants et coûteux en cancérologie. C'est-à-dire que ce soit vraiment un instrument d'observation et d'alerte s'il y avait la moindre inéquité, telle que je l'ai indiqué, qui serait constatée. Ensuite, nous avons des positions et des propositions sur le prix. Le prix, il doit être transparent, il doit être juste et il doit être pertinent. Et voilà 3 idées fondamentales et majeures. Je les développe. La transparence du prix tout d'abord. Transparence dans la fixation du prix et dans les remboursements de ces médicaments. Et c'est vrai qu'à ce jour, ce sujet est totalement ignoré de nos concitoyens. On en a peu parlé, or c'est pourtant, cela a été abondamment dit ce matin, un sujet de société. Le cancer touche quasiment toutes les familles à l'heure actuelle. Alors des débats publics doivent être organisés sur ce thème à l'initiative des pouvoirs publics, Débat public essentiel bien sûr.
Et la proposition que nous faisons pour permettre l'enclenchement de ces débats publics, c'est la création d'un site internet accessible à tous, portant précisément sur ce thème et en permanence actualisé, c'est-à-dire par là nous aurons un moyen, un outil d'information, de débat et de vigilance. Ensuite, le juste prix. Et c'est là une obligation. Alors ce prix doit être fondé sur le coût réel de la recherche, du développement et de la production-distribution. Comment aboutir à cela? Là aussi, par le biais de la transparence. C'est le meilleur moyen d'agir. Et donc nous proposons que sur le site internet que je viens de citer, il y ait une indication de la décomposition du prix, décomposition en permanence actualisée de chaque médicament innovant en cancérologie. Et la pertinence du prix, enfin, il doit exister, doivent être mis en place des mécanismes d'adaptation des prix, c'est-à-dire qu'il faut, dans la détermination du prix, tenir compte de critères liés à l'utilisation elle-même de ces médicaments, et cela en situation réelle. Cela veut dire, on tient compte, par exemple, du nombre de patients, du nombre de prescriptions, de l'efficacité, etc. Donc de critères tout à fait concrets. Et la proposition de la Ligue, toujours relative au prix, c'est que l'on intègre de manière transparente, comme je viens de vous le dire, chaque étape de l'utilisation de ces médicaments dans la décomposition du prix. Alors vous voyez, la transparence est au cœur de tout cela par le biais d'un outil qui permettra la transparence avec un certain nombre de qualités pour mettre en place cette transparence. Voilà pour le prix. Alors ensuite, autre point majeur, et on est aussi dans le domaine de la transparence, c'est la transparence des liens entre les acteurs de santé concernés. Et c'est un domaine qui nous paraît aussi essentiel. Nous demandons une plus grande rigueur dans les situations de liens d'intérêt. Il y a trop de liens d'intérêt entre, d'une part, les décideurs en santé et les acteurs impliqués, et d'autre part, l'industrie pharmaceutique. Et là, la proposition de la Ligue, il faut absolument arriver à supprimer toute situation de conflit d'intérêt pour les décideurs des établissements de santé, je pense aux directeurs, aux chefs d'établissement, aux pharmaciens et l'industrie pharmaceutique. Soyons beaucoup plus vigilants que jusqu'à ce jour en matière de liens d'intérêt et par voie de conséquence de conflits d'intérêt. Autre point également dans les prises de position et propositions de la Ligue, la prescription. La prescription, elle doit être pertinente. Il est indispensable, et cela a d'ailleurs été dit, de mesurer et de suivre la pertinence des prescriptions. Et la proposition de la Ligue est qu'il y ait une mise en place de registres avec suivi de ces registres, c'est-à-dire suivi de la qualité, par des instances indépendantes sous le contrôle des autorités publiques. On est là dans le domaine de l'évaluation de la prescription, et la prescription dans des domaines aussi coûteux, a un impact aussi élevé pour notre société, il est indispensable que l'on puisse connaître les prescriptions, suivre les prescriptions de manière tout à fait valable. Et le dernier point, dans la position de la Ligue et ses propositions, concerne la participation de représentants d'associations agréées de patients dans l'instance qui fixe le prix du médicament en France. On rejoint d'ailleurs ici la transparence dans la définition des règles de fixation des prix, et la proposition de la Ligue est qu'il y ait la présence de représentants d'associations de patients agréés au comité économique des produits de santé. Vous savez que c'est le comité qui fixe les prix et que les associations y désignent leurs représentants. Alors dans la loi de santé, il y a une mesure qui prévoit un accord cadre possible entre le comité et une association d'usagers agréés, mais nous estimons que cela est insuffisant. Cet accord cadre possible prévoit l'échange d'informations, mais ne va pas jusqu'à la présence permanente, donc, dans le comité. Nous sommes maintenant dans une situation totale de démocratie sanitaire. C'est là une exception qui n'est plus acceptable. Donc voilà les positions et les propositions concrètes de la Ligue. Merci Claudine, vous aurez bien sûr tout loisir de poser les questions suite à l'exposé de ces propositions. Et pour terminer, je voudrais donner la parole à Madame Catherine Simonin, qui est une ancienne malade
et qui œuvre beaucoup au sein de la Ligue, puisqu'elle est présidente du comité départemental de Tarn-et-Garonne. Catherine? Merci. Donc, la Ligue, on va poser un petit peu le contexte. Qu'est-ce qu'a fait la Ligue pour les personnes malades? D'abord, il y a eu en 1998 des états généraux qui a débouché sur les plans cancer, et les personnes ont clairement dit qu'elles ne voulaient pas être infantilisées et ne pas savoir. Donc a découlé les plans cancer, le dispositif d'annonce pour être informé de sa pathologie et de ses traitements, et récemment le droit à l'oubli ainsi que la fameuse démocratie sanitaire. Alors ce qui n'est pas envisageable pour une personne malade, d'abord elle ne choisit pas de tomber malade, et donc il faut essayer de la soigner, et en même temps que la question du coût ne se pose pas, et ne pas dire à la personne, voilà, il va falloir payer une partie ou avoir des restes à charge. La Ligue défend donc la classification du cancer toujours en ALED, c'est-à-dire une prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Donc la Ligue est un mouvement populaire, et cette question du prix et du coût du médicament concerne chaque citoyen. Parce que demain, il y aura un homme sur 2 qui aura un cancer, une femme sur 3. Donc tout le monde sera impacté, soit lui-même, soit son conjoint, ses enfants ou ses parents. Donc tout le monde est concerné par ce problème, et on considère à la Ligue que dans le développement et le financement que fait la Ligue sur la recherche, on est en droit d'attendre que tous les citoyens puissent en bénéficier, et pas quelques privilégiés qui seraient une élite pouvant se payer l'innovation. Donc, s'il n'y a pas cet accès, il est clair que les personnes seront condamnées, et ce sera une orientation vers des soins palliatifs. Donc, si les personnes peuvent être sauvées par un médicament, il faut que chacun ait accès à ce médicament. Alors aujourd'hui, on voit des mouvements citoyens et des débats qui sont organisés par l'industrie pharmaceutique. Donc, quelque part, ils sont un peu en conflit d'intérêts. Ils vendent une molécule et en même temps, ils demandent à des patients et des associations de patients de contribuer à leur débat citoyen pour dire, ah ben oui, mais le patient, il veut effectivement être soigné. Mais derrière, eux, ils vendent leur molécule au prix qu'ils ont déterminé. Parce que le prix part quand même de la fixation, quand il y a une ATU, autorisation temporaire d'utilisation, ben le prix, c'est eux qui le fixent, et après on négocie derrière sur ce prix-là. Donc ça pose une interrogation. Et ensuite, donc, je pense que ce débat concerne tous les citoyens, parce que chaque citoyen finance l'assurance maladie. Et quand on finance, on est en droit d'avoir l'information et d'être informé de comment ça se passe, comment est dépensé l'argent de l'assurance maladie, qui peut bénéficier des traitements et comment ça fonctionne en toute transparence. Alors la solidarité nationale est la pierre angulaire de notre système de santé. Il ne faudrait pas que par des prix rédhibitoires, cette solidarité et ces prises en charge soient remises en question. Donc nous sommes à l'heure actuelle insuffisamment informés sur le danger qui pèse réellement sur l'assurance maladie. Donc la Ligue demande une information de chaque citoyen. Alors, il a été mis en place sur le site internet de la Ligue, www.ligue-cancer.net, une pétition. Et donc, il serait bon de relayer que cette pétition, il faudrait qu'elle soit soutenue par l'ensemble des citoyens, et que l'ensemble des citoyens puissent contribuer à un recueil de données et sur leur façon de voir les choses pour essayer de faire évoluer ces prises en charge. Merci.